Et donc, c'est bizarre, un mois après, il a été obligé de s'exiler. Il était déjà obligé de quitter la Colombie parce qu'il était menacé. Et en fait, sa vie était vraiment en danger. Donc, c'est ça qui arrive. C'est que le gouvernement stigmatise, en fait, et soit en parole, soit en acte, stigmatise les mouvements de gauche. Les mouvements de gauche reçoivent des menaces de la part des paramilitaires, qui les traitent de guérilla, ou de gens d'infiltrés au service de la guérilla. Et qu'est-ce qui arrive? Ils reçoivent des menaces de mort, on vous déclare objectif militaire. Puis on va vous tuer si vous ne partez pas dans tant de jours. Et en fait, la Colombie compte quand même beaucoup de déplacés parce que les paramilitaires sont au service justement de cette oligarchie-là colombienne qu'on parlait tout à l'heure, des grands propriétaires terriens. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent les petits paysans de leurs terres avec des menaces et tout. Et c'est des grosses compagnies comme, voyons, c'est quoi la marque de banane Chiquita, là, ou d'autres cultures de palmes africaines, qui vont prendre des grandes monocultures là, et qui vont prendre toutes ces terres-là. Et la Colombie est quand même le pays avec plus de 4 millions de déplacés internes. 4 millions de déplacés internes. Ça en fait, il y a aussi des gens qui sont exilés, qui sont partis de la Colombie. Le Canada, je crois, accueille quelque chose comme 45 000 réfugiés colombiens par année. Ce qui est quand même un bon nombre. Je peux vous dire, juste dans la ville où j'ai resté à Sherbrooke, ils sont maintenant rendus 5 000. Il y a une communauté à Saint-Jérôme de Colombiens. Ouais, on parle quand même de 140 000. Mais il y en a aussi qui ont été déplacés par la guérilla. Là. Je veux dire, la guérilla, c'est pas non plus des enfants de cœur. Mais par contre, selon Amnesty International et Human Rights Watch, 75% des crimes de lèse-humanité sont faits soit par le gouvernement, soit par les paramilitaires. Et actuellement, il y a aussi une autre chose en fait qui est assez marquante, c'est ce qu'on appelle les faux positifs. Les faux positifs, ça c'est c'est que le gouvernement donnait des primes à des soldats lorsqu'ils rapportaient un guerriero mort. En fait, lorsqu'ils tuaient des guerrieros. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a eu des scandales comme quoi il y a certains soldats qui, pour avoir la prime, des généraux, pour avoir la prime, ont ordonné à leurs soldats d'aller tuer des pauvres paysans. Ou par exemple des attardés mentaux qu'il y avait dans tel ou tel village. Je ne vais pas dire ce mot-là, en fait, j'aimerais plutôt dire, en tout cas, des gens qui souffrent de maladies mentales, ou d'autres personnes qui sont plus seules, d'aller les tuer. Et ensuite, ils les habillaient avec un uniforme de guerriero. Et donc, ils faisaient passer ça pour un guerriero. Et ils recevaient la prime. Et il y a eu un scandale à Soacha, qui est une banlieue de Bogota, la capitale, où il y a eu quand même 14 jeunes qui étaient en train de sortir et qui ont été retrouvés morts. Et qui avaient été comptés comme des faux positifs. 14 jeunes, on parle quand même de plusieurs centaines, voire des milliers de personnes qui ont été mis sous l'égide des faux positifs. C'est le gouvernement lui-même qui en fait. Et la Constitution pourtant de 91 interdit la peine de mort en Colombie. Et malgré ça, quand le gouvernement, en fait, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des exécutions extrajudiciaires. Le gouvernement promet des récompenses pour quiconque va ramener mort tel guerriero, donc c'est l'équivalent de la peine de mort. Oui. Ça, je pense qu'il y a eu un cas à un moment donné où il y a eu un juge ou un coroner qui avait checké ces gens-là et qui avait découvert que justement que les gens avaient été tués par balle, là, mais que les uniformes n'avaient pas de trous. C'est ça. Donc c'est... Ouais. Il y a eu plusieurs cas, même moi j'ai entendu parler d'un. Oui, ben c'est ça, il y en a quand même beaucoup de cas là-dessus. Et ces cas-là, en fait, c'est très difficile parce que justement, de plus en plus, les chemins mènent à Uribe et à son ministre de la Défense, Santos. Ça fait quand même beaucoup de scandales. Sauf que souvent, en fait, vous imaginez le discours, en fait, ça c'est les discours des terroristes. C'est les terroristes qui inventent ça pour faire mal à notre gouvernement. D'ailleurs, cette intransigeance, où tu es avec Uribe ou tu es avec les terroristes, c'est ça, c'est que
Si tu te mets à critiquer le gouvernement, t'es un terroriste et il faut qu'Uribis reste là, il faut que Uribis, c'est l'idéologie Uribis, c'est-à-dire il faut que ce soit en fait l'Uribis ou rien. Et si on critique l'uribisme, eh bien là, on met en danger la sécurité du pays, on met en danger la stratégie de sécuriser le pays, et donc, on met en danger la stratégie de mettre fin à la guérilla. Et donc, tu peux pas contester. Tu peux pas contester leur politique parce que justement, tu mets en... Et c'est pour ça que ou tu es avec la Colombie ou tu es avec les terroristes, bien justement. C'est que si tu te mets à critiquer, ben là, tu mets en danger les possibilités de paix en Colombie, selon leur idéologie. Et donc, tu es contre la Colombie. Et d'ailleurs, en fait, c'est quelque chose d'assez... disons qu'il y a des gens, en fait, beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. Uribe est très populaire parce que il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'ennemi. C'est-à-dire que vous prenez un ennemi et vous lui mettez sur lui à peu près tous les torts. Et là, les gens vont finir par haïr cet ennemi-là et il n'y aura plus de rationalité qui va se faire par rapport à cet ennemi-là. Donc, cet ennemi-là va... qui peut être la guérilla en Colombie, mais c'est quelque chose, par exemple, aux États-Unis, ben c'est les terroristes arabes. Ensuite, on va au Québec, pendant longtemps, dans la crise de 29, on accusait les Juifs d'être responsables de la crise de 29 parce qu'ils avaient trop d'argent enfoui dans les banques, puis... et c'est comme ça qu'on a fini par enlever tellement de rationalité par rapport à cet ennemi-là, ce syndrome de l'ennemi, et qu'on a même justifié le massacre de 6 millions de Juifs. Parce que justement, ils étaient responsables de tous les maux. Par la suite, ça a été, mais au début, en fait, on a quand même cautionné, et c'est ce qui se passe en Colombie, c'est que il y a tellement plus de rationalité par rapport à la guérilla ou par rapport au terrorisme que dès que tu es associé au terrorisme, dès que tu es associé à la guérilla, ben là, il n'y a plus aucune rationalité, tu peux plus te défendre, tu peux plus dire non, écoutez, c'est pas vrai, écoutez, non. Tu es un terroriste, tu es un guérillero, donc tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit d'argumenter, et tu mérites le pire, tu mérites pire que la mort, la torture. Et c'est un peu ce qu'on fait aussi, par exemple, ici avec les criminels. Je veux dire, les criminels qui sont ici au Québec, là, et qui... par exemple, n'importe quelle personne, quelqu'un est un pédophile, on l'accuse d'être un pédophile, qui aurait fait des attouchements sur des enfants. Et le gars est acquitté parce que c'était pas vrai, c'était un montage. Toujours un doute qui subsiste. Donc, c'est un peu la même chose que les mouvements sociaux vivent là-bas. Comme il y a très peu d'éducation, l'accès à l'éducation il est très bas là-bas. C'est très difficile d'aller à l'université. C'est quand même un très faible pourcentage de gens qui réussissent à s'y rendre. Parce que même s'il y a des universités publiques qui sont gratuites, presque gratuites, mais c'est très contingenté parce qu'il n'y a pas beaucoup de places. Donc, les gens, pour l'accès à l'éducation, les gens vont suivre un populiste. Ils vont suivre Alvaro Uribe. Donc, comment est-ce qu'on peut qualifier en fait la situation en ce moment de droits humains? Les gens, c'est à peine s'ils se rendent compte de ce qui est en train de se passer à leur pays. On s'en rend compte même souvent plus à l'international, au niveau national même. Parce que dès qu'on critique les politiques d'Uribe, on devient terroriste, donc. Mais quand ça vient de l'international, ça peut mieux passer. Et donc, il y a quand même des événements, en fait, la gauche essaie de s'organiser, il y a différents forums qui sont faits, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées pour justement sensibiliser la population, essayer de faire changer l'opinion publique, mais les uribistes aussi organisent des choses. Je me souviens, le 4 février 2007 ou 2008, je crois, ils ont organisé une marche. Et d'ailleurs, même ici à Montréal, à Sherbrooke, les uribistes colombiens qui vivaient ici ont marché eux aussi. Une marche contre les enlèvements. Parce qu'on sait que les FARC sont quand même très reconnus pour leurs enlèvements, dont celui d'Ingrid Betancourt. Donc, une marche contre el sequestro, les enlèvements.